Alors ici, on demande de calculer une intégrale définie. Elle est définie par des bornes. Une intégrale définie. On demande donc que deviennent les constantes arbitraires dans le calcul intégral. Par exemple, on a une intégrale à calculer de x égale a à x égale b, de f de x dx. Donc c'est un intervalle de R. De a à b, c'est un intervalle de R. De a à b. Ceci, c'est un intervalle de R. Alors, il existe bien sûr, dans les intégrales définies, il existe des intégrales, bon, je dirais, qui ne posent pas de problème, et ceux qui posent des problèmes, il faut recalculer par les limites. Ceux qui posent des problèmes, ce sont les intégrales généralisées. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que l'interprétation géométrique de l'intégrale définie? C'est l'aire sous la courbe. Alors ici, entre deux bornes A et B, voilà, l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe. Par exemple ici, l'axe des X. Parce qu'ici, j'ai considéré l'axe des X. Parce qu'on pourrait calculer une aire par rapport à l'axe des Y. Par exemple de C à D, ou plutôt de D à C. De C à D, on a une courbe comme ceci. On va voir, on peut calculer l'aire comme ceci. Sur la courbe jusqu'à l'axe des Y. Alors à ce moment, on aura de DY et non pas de DX. Donc on a une intégrale définie. C'est la représentation de l'aire sur la courbe quand on a une valeur finie. Parce que on n'a pas toujours une valeur finie. Si on a une aire infinie, ben, en fait, voilà, on a une divergence. Et ça, c'est le cas, par exemple, il existe des intégrales normales. Là, on va avoir une valeur finie. L'intégrale est convergente. Mais sinon, on peut avoir des intégrales divergentes. Si elle est divergente, là, quand elle est convergente, l'aire existe. Mais là, on dirait que l'intégrale n'existe pas parce qu'on a une aire infinie. Une aire infinie, c'est pas une aire. Je prends par exemple une surface, un plan, on va considérer que c'est une surface infinie. Ouais, en fait, c'est pas une vraie surface où vous avez un contour fermé où on peut calculer une valeur finie. Hein. Voilà, donc faire attention à ça. Donc un plan, c'est infini. Un plan, c'est infini. C'est pas, voilà, c'est pas un contour fermé où on peut calculer une valeur finie d'une surface, d'une aire. Une aire, c'est fini. Alors, l'interprétation géométrique de la calcul intégral, par exemple, avec dx, quand on va de A à B, c'est l'aire sous la courbe. Quand je dis sous la courbe, c'est la courbe f de x, voilà, jusqu'à l'axe des x. Alors là, on a bien effectué, je veux dire, un contour. Le contour, bon, il est formé par A, par B, par l'axe des x et par la courbe. Et là, à l'intérieur, vous avez bien une surface délimitée par AB et voilà, la fonction et l'axe des x. Et là, on a bien une valeur si elle existe. Alors, de deux cas de figure, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Alors, quand est-ce qu'elle n'existe pas? Ben, quand on a des intégrales généralisées, par exemple, quand x tend vers plus l'infini, et que vous trouvez bon, des valeurs plus l'infini, plus ou moins l'infini, voilà. Maintenant, il existe aussi des... Voilà, donc là, ça diverge. Mais il existe aussi des cas de figure où l'intégrale n'existera pas. Pourquoi? Parce que si vous calculez, vous aboutissez à des calculs où vous obtenez des cosinus, ben, à la limite, quand x tend vers plus l'infini d'un cosinus, voire d'un sinus, ben, en cosinus-sinus, ben, est-ce que ça fait plus 1 ou moins 1? On ne sait pas. Donc si on ne sait pas, c'est indéfini. C'est indéfini, on dira que l'intégrale n'existe pas. Donc il y a deux cas de figure où l'intégrale n'existe pas. Quand on a... bien sûr, il faut que calculer le domaine au départ, hein, parce que si vous calculez une intégrale où la fonction n'existe pas, c'est normal que vous n'aurez pas l'inexistence d'une surface, hein, parce qu'il n'y a pas de fonction. Si la fonction n'existe pas, vous n'allez pas avoir une valeur d'air. Hein, donc il faut calculer dans un domaine. Bon, maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est des domaines. Calculer dans des intervalles de R, où la fonction existe, avec possibilité d'avoir des trous. Les trous, c'est pas des intervalles de R. Hein. Je vous rappelle que les trous, c'est pas des intervalles de R. C'est des points de discontinuité
On a un point ou plusieurs points, hein, parce qu'un point de discontinuité, on n'est pas obligé d'en avoir un seul, on peut en avoir plusieurs. Donc, là, on a des points de discontinuité, ce sont des intégrales généralisées. Là, on a calcul d'intégrale d'infini, on a des intégrales généralisées. Le tout, si vous obtenez plus l'infini, en finalité, ou moins l'infini, ben, l'intégrale n'existe pas. Donc, l'intégrale n'existe pas toujours. Ne croyez pas que l'intégrale existe toujours. C'est pas vrai. On n'a pas toujours une aire. On n'a pas toujours une convergence. On n'a pas toujours l'existence d'une aire. On peut avoir ce qu'on appelle une aire infinie, mais ça n'existe pas une aire infinie. Voilà, une aire infinie, c'est une surface infinie. Ben, je veux dire, c'est pas une aire. C'est pas une aire. Voilà, une aire, c'est fini. Alors, quelque chose qui est infini, c'est une divergence. Alors, il n'y a pas que la divergence, comme je vous ai dit, hein, parce que si vous calculez en cosinus, là en plus l'infini, cosinus et sinus, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, c'est même pas une divergence, c'est on ne sait pas. On ne sait pas si ça vaut plus 1. Donc, si on ne sait pas, ben, on dit que la limite n'existe pas. On ne sait pas si ça fait plus 1 moins 1. Donc, la limite n'existe pas. Donc, dans ces cas-là, si on a une divergence, ça n'existe pas. Si on ne sait pas, ça n'existe pas. Et donc, dans ces deux cas où ça n'existe pas, ben, on n'aura pas une aire finie. Si on n'a pas une aire finie, ben, l'intégrale n'existe pas. Alors, je rappelle que, qu'est-ce que c'est que l'intégrale? C'est une valeur. Hein. Parce qu'une aire, si elle est finie, c'est une aire donnée avec une unité d'aire. Donc, on a une valeur. Donc, l'intégrale définie entre deux bornes, entre des bornes, voilà, on a une valeur. Bon, si elle est finie, bien sûr, hein, une valeur finie. Et là, l'intégrale existe. Parce que si elle n'existe pas, bon, il n'y a pas de valeur de l'intégrale. On n'a pas de valeur de l'intégrale parce qu'elle est... on n'a pas l'inexistence d'une limite, par exemple. Donc, ici, on a une valeur finie. Exprimée en unité d'aire, si ça exprime l'interprétation géométrique de l'intégrale qui est une aire sous la courbe jusqu'à, bon, entre les bornes A et B et à travers, par rapport à l'axe des X. Alors, bien sûr, on étudie d'abord l'intégrale de A à B. On étudie les intégrales d'abord bornées. Bornées. Et puis, on passe au cas de figure un peu particulier de l'intégration, toujours d'intervalle de R. Parce que ça, c'est un intervalle de R. Voir ceci aussi, c'est un intervalle de R. On peut étudier des primitives de ce genre, qui sont des intégrales généralisées par rapport aux définitions de départ de l'intégrale bornée de A à B. On voit d'abord le simple, et puis on passe à des choses un peu plus, on va dire particulières. Les intégrales non bornées, c'est dire quelque chose de particulier par rapport aux bornées. Donc on étudie d'abord le borné, puis on étudie le non borné. Et voilà. Donc on étudie les intégrales généralisées qui sont des cas particuliers des intégrales. Voilà, bornées, il faut juste calculer des limites, calcul de limites. Alors maintenant, on demande que deviennent les constantes arbitraires dans le calcul intégral. Voilà. Bon, alors sachez que si l'intégrale existe, c'est que parce que, pourquoi? Parce que la primitive existe. Alors si j'appelle la primitive de f, de petit f, grand F, je dois d'abord calculer la primitive de f. Qui va donner grand F. Bien sûr, à une constante près. Ça veut dire que si vous dérivez ceci, ben vous avez petit f. Si vous dérivez grand F de x plus c, vous obtenez petit f. Et donc, si on primitive l'inverse, si on primitive f de x dx, on va obtenir f de grand x plus c. Donc maintenant, quand je dis c, c'est la constante arbitraire. Donc elle est là. Alors on se pose la question, ici, que deviennent les constantes arbitraires dans le calcul d'intégrale? Alors ça, c'est une primitive. Hein. Alors, la primitive, il n'y a pas de borne. Voilà, il n'y a pas de borne. Donc c'est primitive, c'est considéré comme une intégrale. Mais une intégrale sans borne. C'est-à-dire une intégrale indéfinie. Parce que celle-ci, il y a des bornes et elle est considérée comme intégrale définie. Alors, l'intégrale définie donne une aire et donc une valeur.
donne une valeur. Alors que l'intégrale indéfinie donne une fonction. Puisque ça, c'est une fonction. L'intégrale indéfinie donne une fonction. Voilà. Alors, quand on fait un calcul d'intégrale définie, ben, il faut passer par les primitives. Hein. Bon, pour calculer ceci, il faut passer par la primitive. Donc, pour avoir une valeur, il faudra d'abord trouver une fonction pour laquelle on va substituer par des valeurs x égale a, x égale b. Donc, on aura f de x. Alors, il faut d'abord chercher la primitive de f qui est grand F. Qui va aller de x égale a à x égale b. C'est-à-dire c'est f de b moins f de a. Oui, mais justement, la question qui est posée, c'est que deviennent les constantes arbitraires. Et justement, c'est ça que je vais voir. Où elles sont dans f de b moins f de a, elles ne sont plus là. En fait, elles ont disparu, mais elles sont là parce qu'elles ont disparu. Elles sont là. Parce que on va faire maintenant le calcul intégral pour x égale a, x égale b. Supposons que f de x, sa primitive, c'est la fonction grand f de x. Voilà, entre les bornes, bien sûr, x égale a et x égale b. Bien, ceci c'est f de b. Attention qu'ici c'est f de x, quelque part, plus k. La primitive, c'est ça. Il faut calculer d'abord la primitive, c'est toujours plus k. C'est toujours une constante arbitraire près. Alors, si j'écris ceci, f de b plus k, moins f de a, attention que c'est la même, hein. Si vous mettez plus k là, k1, là ça sera k1, c'est la même, hein. Vous ne pouvez pas mettre deux constantes différentes, c'est la même constante, parce que ici, ça provient du k ici, qui va donner k ici, et k ici, c'est le même, c'est la même constante, hein. Vous ne pouvez pas changer de constante. Une ne vaudra pas 2 et l'autre 3. Non, c'est tous les deux 2, ou tous les deux 3, ou tous les deux 4, ou tous les deux 5, parce que ça provient de la même constante. Et voilà. Et donc, en faisant ça, ben, qu'est-ce qu'on apparaît? F de B moins F de A. Alors, si je prends ce cas-là, c'est plus K. Et si je prends l'autre là-bas, étant donné qu'il y a un moins, c'est moins K. Et les deux constantes arbitraires, elles disparaissent. Tout simplement. Et là, f de b moins f de a. Donc, que devient la constante arbitraire? La question est toute posée. Que devient la constante arbitraire dans le calcul intégral? D'intégrale, bien sûr, définie. Ben, elle s'élimine des calculs, tout simplement. Donc, on ne la représente jamais, puisqu'elle s'élimine des calculs. Mais c'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle bon, elle n'est pas là. Il y a toujours une constante arbitraire près, qui est toujours là, mais elle s'élimine. Donc il n'y a pas besoin de l'écrire à chaque fois. Alors, un petit rappel, bon, il existe différentes méthodes de... tout d'abord, vous devez regarder la fonction à primitiver, qu'est-ce que c'est. Une fois que vous l'avez observé, il y a différents types de calculs, de méthodes de calcul de primitifs. Voilà, soit c'est des primitifs directs, soit vous devez passer par des méthodes de calcul, je veux dire, qu'on étudie voilà, dans des cours de mathématiques où on a voilà, des chapitres qui sont voilà, des chapitres qui sont on va dire, des chapitres qui sont consacrés au calcul intégral. Et le calcul intégral, je veux dire, bon, c'était quelque chose de fondamental hein, pour tous les étudiants qui font des études supérieures, que ce soit en économie, que ce soit des études de ce que vous voulez, le calcul intégral est quelque chose de notion fondamentale. Le calcul bon, qui constitue avec le calcul des dérivés et le calcul d'intégrale, calcul infinitésimal, calcul aux limites. Calcul aux limites est donc quelque chose de fondamental pour tous les étudiants de n'importe quel, je veux dire,
domaine, parce que c'est quelque chose de très très important. Très très important pour comprendre beaucoup de choses en sciences ou autres, peu importe, en économie ou autre. On peut mettre ça à profit dans différents domaines professionnels. Hein, dans différents domaines professionnels. Voilà, donc calcul intégral, il y a différentes méthodes d'intégration, et donc c'est là, il faut observer ce que vous avez, et bon, dans les cours, on vous montre des méthodes, voilà, de résolution de certains d'intégrants. Quand vous voyez l'intégrant, à partir de la vue de l'intégrant, ben, ça peut vous orienter. Maintenant, il y a des calculs de primitifs plus compliqués que d'autres, c'est normal. Je veux dire, on a à boire et à manger dans le calcul primitif. On n'a pas toujours des intégrales simples, mais bien sûr, il faut rester dans son cadre, voilà, dans son cadre. C'est-à-dire que si quelqu'un est en 5e année et qui voit les intégrales, ben, on va pas voir des intégrales hyper compliquées qui sont du ressort voilà, de seconde candidature, voilà. Ou si vous êtes en 6e secondaire, on va pas voir des intégrales de voilà, seconde candidature, voire de première candidature. On va rester cantonné à des intégrales bon, qui sont voilà, ceux qui doivent être vus en 6e. Donc s'ils sont vus en 5e, ben, on restera limité, je veux dire, à des intégrales qui ne sont pas très complexes. Donc on a des méthodes de calcul, je veux dire, qui sont limitées. En 6e, on a un peu plus de méthodes de calcul pour les calculs intégral. C'est normal parce qu'on est en fin de cycle. Et puis, première universitaire, c'est normal que le calcul intégral prend une grosse proportion dans l'étude voilà, des mathématiques. Et donc, en seconde candidature, c'est pareil. On peut revoir, parce que les intégrales, c'est un petit peu quelque part un passe dans beaucoup de domaines. Voilà, on peut les retrouver dans beaucoup de choses. On peut les retrouver dans beaucoup de choses, notamment les équations différentielles, on retrouve des calculs intégrales. Donc, voilà, il n'y a pas que ça. Pas que ça. Donc il y a beaucoup de domaines où les études supérieures vont ramener au calcul intégral. Donc c'est quelque chose de fondamental à savoir faire. C'est du savoir-faire ici, au travers de la méthodologie du calcul intégral. C'est du savoir-faire. Donc il existe plusieurs méthodes. Hein. Les premières qui peuvent voilà, venir à l'esprit, c'est calcul de polynôme, calcul d'intégrale par substitution, méthode d'intégrale par partie, méthode d'intégrale par voilà, des substitutions particulières, en cosinus x, comment on appelle ça, en tangente x demi, voilà, en sécante, en sinus, bon voilà, en sinus hyperbolique, en cosinus hyperbolique, voilà, c'est tout comment on appelle ça, des substitutions particulières. Il existe des primitives d'intégrale de fonctions trigonométriques. Alors là, il faut voir le cas de figure qu'on a. Donc, attention que les intégrales de trigonométriques demandent des connaissances de trigonométrie. On fait pas des. Ouais, maintenant, si vous faites des petites intégrales de sinus cosinus, bon, il faut pas connaître. On faut pas connaître, je veux dire, on va dire, si vous connaissez le b.a.-ba de la trigonométrie pour des petites formules trigonométriques, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous faites des intégrales un peu plus compliquées de trigonométrie, ben, il faut connaître les formules de trigonométrie, ça va de soi. Alors toujours bien sûr chercher le domaine. Hein. Parce que si on vous demande une intégrale dans un domaine qui n'existe pas, ou la fonction n'existe pas dans ce domaine, ben, ça ne sert à rien de calculer l'intégrale. Voilà, donc la première des choses, c'est de savoir si la fonction existe dans le domaine. Parce que si on vous demande de A à B et que la fonction n'existe pas de A à B, bon, je veux dire, vous avez passé votre temps à calculer une primitive qui, voilà, qui n'a pas de lieu d'être parce que les bornes d'intégration sont en dehors du domaine voilà, de la fonction. Donc, première chose à faire, c'est calculer le domaine. Même si parfois on n'a pas envie de le faire, ben, il faut quand même le faire. Alors, dernière chose, donc il existe différentes méthodologies de calcul de primitifs. On peut en faire tant qu'on en veut des primitifs. Voilà, c'est ouvert c'est un domaine ouvert. Hein. On peut calculer voilà, des primitifs quand vous voulez. Pendant des années, vous pouvez faire que du calcul de primitifs.
Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais parler un petit peu du changement de variable, d'intégration. Quand vous faites un changement de variable, et qu'il y a des bandes d'intégration comme ici, attention que le changement de variable doit être bijectif. Il doit être bijectif. Alors, je rappelle que bijectif, c'est injectif et surjectif. Et que, bon, il n'est pas nécessaire de revenir dans la réponse au calcul de par rapport à la variable initiale. Hein. Si vous avez UVW en changement de variable, ben, vous êtes passé par... C'est pour ça que vous avez fait un changement de variable. Les bornes, c'est alpha 1, alpha 2. Vous faites un changement de variable vers V. Les bornes, c'est bêta 1, bêta 2. Supposons que vous faites un troisième changement de variable, ça commence à devenir lourd. Là, si vous avez beaucoup de changements de variable, vous faites un quart de changement de variable. Parce que UVW est encore psi. Là, ça fait 4 changements de variable, ça commence à faire beaucoup dans le traitement. C'est-à-dire là, vous avez besoin d'une carte de changement de variable pour, quand vous avez trouvé la réponse, remonter toute la chaîne. Il faut remonter toute la chaîne. Voilà. Et donc ici, si vous avez bien sûr UVW, qui est 3 changements de variable, là, qui va faire intervenir, voilà, les bornes ne sont pas les mêmes. Vous devez recalculer les bornes. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, gamma 1, gamma 2. Alors, ce qu'il est dit ici, c'est que si vous avez W, ben, vous n'êtes pas obligé de remonter à U, à la variable initiale. Hein, pour recalculer, vous pouvez calculer par rapport à W, par rapport à V. Voilà, si vous remontez la chaîne, vous n'êtes pas obligé de revenir à la variable initiale. Tout ce qu'on veut, c'est je veux dire, le changement de variable doit être bijectif. C'est-à-dire injectif et surjectif. Alors je rappelle que bijectif, c'est ceci. Hein. Bijectif. Alors, ceci, bon, je vais faire dans une feuille séparée. C'est doit être une application bijectif, le changement de variable. Alors bijectif, c'est ceci. Si je prends un x correspond, on a une correspondance de E à F avec une application F, on a x1, x2, x3. Voilà, on aura, voilà, c'est une relation de 1 à 1. Une relation de 1 à 1, fort connue, voilà, dans les bases de données. Hein. Dans les relations de base de données, on a la relation de 1 à 1. Voilà. Vraiment de 1 à 1. Ça veut dire que bon, c'est une application parce que ce site doit être complet. Voilà. Et puis, pour x1, je dois avoir un y1, un seul 1 et un seul y1. 1 et un seul y1. Pour x2, 1 et un seul y2. Voilà, ça c'est une application qui est bijectif. Bijectif. Bon. Et donc, le changement de variable doit être ça. Ça doit être ça. Alors, dans les bases de données, on a aussi d'autres relations. Hein. Il n'y a pas que celle-là qui existe. Hein. On peut avoir la relation 1n. De 1 à plusieurs. Voilà, mais ça, c'est pas bijectif, je vous le dis tout de suite. On a des relations 1n. Bon, donc dans les bases de données relationnelles, ouais, il y a ces fortes notions de, on va dire, de notions ensemblistes et on va dire, de comment on appelle ça, de logique de proposition. Énormément de formules qui sont, voilà, basées dans les bases de données relationnelles. Ce n'est que ça, de la logique de proposition et bien sûr des notions ensemblistes. Quand vous faites une sélection, voilà, prenez un ensemble, vous extrayez un ensemble, c'est une sélection dans les bases de données. Par exemple, vous allez prendre ceux qui sont tous les clients âgés entre 30 ans et 40 ans pour étudier un profil bien précis de clientèle par rapport à l'âge. Bon, vous allez chercher tous les clients qui entre 30 et 40. Ben, ça, c'est une extraction, c'est une sélection. Voilà. Par rapport
notions ensemblistes. Et donc on sait faire ça dans les tables de base de données parce que ce n'est que des notions ensemblistes. Si vous voulez avoir une application professionnelle des notions ensemblistes, prenez des bases de données. Ben, vous prenez un bon ERP. Bon, les ERP, attention qu'il y a des très complexes qui sont constitués de milliers de tables. Donc là, bon, pour s'y retrouver, c'est un petit peu difficile. Il faut faire des études de modules. Hein. Parfois, il faut certaines années pour maîtriser, je veux dire, d'innombrables modules. Voilà, parce que quand on a 100 000 ou 200 000 tables de données, de tables de base de données, bon, pour maîtriser un petit peu tout, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment compliqué. Donc il faut faire des études par module qui durent voilà, des mois et des mois. Donc ici, pour éviter de m'étaler là-dessus, ben, que devient la constante arbitrée dans le calcul intégral? Ben, si vous voulez, elle n'apparaît plus, mais elle est toujours là. C'est parce qu'elle elle a été éliminée, puisqu'on a fait plus K moins K. Mais elle est toujours là. On a bien du plus K quelque part, mais éliminée. Donc il n'y a pas besoin de l'écrire. Si elle s'élimine, on n'est pas obligé de l'écrire. Puisque plus K moins K, ça fait 0. Je vous remercie.